sommes ici en Inde, dans la vaste plaine du Brahmapoutre, au pied des Himalayas. De l'autre côté de la plus haute chaîne de montagnes du monde, se trouve le Tibet. Pendant des siècles, le Tibet fut un pays souverain, se gouvernant seul, même s'il jouissait d'un statut particulier et si ses relations avec son grand voisin, la Chine, étaient plus que complexes. Le Tibet ne fut jamais ni une colonie, ni un État vassal, et il a toujours joui d'une totale autonomie quant à ses affaires intérieures. Sa culture était parmi les plus riches et florissantes d'Asie. Un Tibétain sur 5 faisait partie du corps monastique et des cérémonies fastueuses se déroulaient en présence du chef spirituel et temporel, le Dalai Lama. Sous l'empire des Qing, le lamaïsme était même devenu religion d'État de toute la Chine. Mais en 1959, la révolte gronde. La Chine a envahi le Tibet et des milliers de Tibétains suivent leur jeune chef spirituel sur le chemin de l'exil. Après des semaines de fuite à travers les cols enneigés à plus de 6000 mètres d'altitude, ils débarquèrent en Inde où le Dalai Lama demanda l'asile politique pour lui et les siens. Après 45 ans d'exil, les Tibétains se retrouvent aujourd'hui à Salagara, tout autour du monastère, tout comme au Tibet d'autrefois, où ils vont assister à un grand événement, le Kalachakra, un enseignement très particulier donné en public par le Dalai Lama lui-même. La majorité, pour ne pas dire l'ensemble des réfugiés, sont présents. Ils viennent de partout, de l'Inde, du Népal, du Bhoutan, d'Europe et d'Amérique également. On compte même des Tibétains venus du Tibet. 45 ans d'exil, de frustrations et de souffrances n'ont en rien entamé la confiance, la foi et la détermination de ce peuple. Le Dalai Lama est leur unique chef. Au cours des années d'exil, le Dalai Lama a pu réfléchir sur la position à adopter face à la Chine. Personnage charismatique, il a de plus en plus de poids sur la scène internationale. Au génocide qu'a connu son peuple, il répond par une attitude de non-violence et de compassion afin de réussir à trouver une solution. Il est en quelque sorte le Gandhi de notre époque et nul ne peut dire quelle sera l'issue d'un tel conflit. If someone announced, or Dalai Lama will give some preach or explanation about some important sutra, I think not many people come. If announcement of Kalachari is there, oh, many people come. So for me, this is like trick, right? Trick. Oh, announce. What I think right word trick. It's like a trick, yes. Someone is trick. Announce cultural initiation, then more people come. Then my emphasis, my interest is
explanation about Buddha Dharma. L'endroit où doit se dérouler un Kalachakra n'est jamais choisi au hasard. Salagara est situé à un carrefour important de la culture tibétaine. Il faut des mois pour préparer l'accueil de ces centaines de milliers de personnes. Toutes les associations bouddhistes s'entraident et l'armée indienne a même été mobilisée pour l'occasion. Des champs entiers ont été transformés en villages improvisés. Malgré une couverture médiatique de plus en plus grande à l'échelle internationale, l'histoire du Tibet reste toujours méconnue et sa réalité bien souvent ignorée. Avant l'invasion chinoise, c'est-à-dire avant 1950, il y avait plus de 6 millions de Tibétains au Tibet. On estime à plus d'1 million les victimes du génocide et à plus de 300 000 le nombre d'exilés. Aujourd'hui, les Tibétains sont en train de devenir minoritaires dans leur propre pays. La présence militaire chinoise est de plus en plus forte et le nombre de colons chinois bénéficiant d'aides financières pour venir vivre au Tibet est de plus en plus important. Aujourd'hui, le malaise grandit chez les Tibétains. Le danger est tel que si rien n'est fait, leur pays risque bien d'être totalement assimilé par la Chine. This is the 25th Kalachakra, and this time also there are over 3,000 Tibetans from Tibet. And every year there are about 3,000 Tibetans who come from Tibet, and mostly without they escape. So that means Tibetan refugees still continue to come from Tibet. That means condition in Tibet is sort of getting worse. Tibetans coming from Tibet is very difficult, particularly those who are coming from the eastern part of Tibet. It takes about 15-16 days to reach Lhasa, and thereafter they have to struggle for the permit. And if they don't get the permission from the Chinese government to go for a religious sort of teaching or for the blessings of some monastery or some lama, they have to give a lot of money. And those who escape, they have to cross the mountain, losing their tracks, it takes months, and there's a lot of other troubles also. And then sometimes, they have to return back. Sometimes they die, sometimes they come with a lot of frostbite, they nearly come dying, That happens still. What she said was now it has been 37 years since China trampled over Tibet and sort of globaled the whole country. And she was imprisoned for 2.5 years. And later when she was released, one of her son and a daughter were imprisoned. And 3 times they were imprisoned. Please support the Tibetan cause. We have the truth, she said. His Holiness is being sort of requesting the whole world, and now it takes a long time. If at all you want to support, please support. She can almost sort of, see how sort of now 2 million people almost nearly, how they lost their lives in Tibet. Le Kalachakra, ou la roue du temps, est l'un des plus profonds enseignements tantriques bouddhistes. La fabrication du mandala de sable qui l'accompagne obéit à un rituel très précis et est une base importante des techniques tantriques. Tout mandala, par son graphisme et ses figures, est destiné à favoriser une gymnastique mentale en vue d'atteindre l'éveil. Pour le Dalai Lama, la souffrance de son peuple n'est là que pour être dépassée afin de réussir à mieux comprendre l'ennemi et faire ainsi évoluer la situation vers un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle il confère de plus en plus souvent ce Kalachakra
pour faire passer un message de compassion et de non-violence à travers la planète tout entière. Au Tibet d'autrefois, le Kalachakra n'était donné qu'à de rares occasions. Il s'agissait en fait de la plus importante et de la plus subtile des initiations que seul pouvait conférer le Dalai Lama. Il se compose d'un ensemble de techniques méditatives qui permettent de conduire à l'éveil, d'une acquisition de pouvoir et de moyens afin de découvrir la véritable nature des choses. Dans un Kalachakra, le rôle du lama ou du gourou est capital et une confiance absolue doit s'établir entre lui et les disciples. Kalachakra en tibétain on dit Tungkol Wangchen, donc Te ça veut dire le temps, l'air, Kol ça veut dire la roue, Wang ça veut dire l'initiation et Chen ça veut dire grand, donc on traduit recevoir la grande initiation de la roue de l'air sombre. Aujourd'hui, la situation est grave, car un fossé s'est creusé peu à peu entre les jeunes générations de Tibétains nés en exil et leurs parents. Ceux qui n'ont pas connu le pays de leurs ancêtres, mais qui grandissent élevés dans la culture tibétaine, veulent reconquérir leur pays, parfois à n'importe quel prix. Le Dalai Lama cherche à les convaincre de renoncer à la violence, et il a même envisagé de démissionner si certains décidaient de persévérer dans cette voie. Meditation of compassion means to create peace of mind. The peace of mind is very, very helpful. It's very important for happy daily life, or happy family, and happy community. And also the peace of mind based on compassion is also sort of antidote for violence. En fait, la violence au Tibet commença dans les années 50 avec l'arrivée de l'armée populaire de libération dans le Kham et l'Amdo, les provinces du Nord-Est. Sous prétexte de sortir les Tibétains du Moyen-Âge, les Chinois les aident à s'organiser et à se libérer du joug de l'impérialisme étranger. Absurde quand on sait qu'à l'époque, le plus grand nombre d'étrangers à Lhasa étaient les Chinois eux-mêmes. Aujourd'hui, à défaut de pouvoir se rendre librement au Tibet, les étrangers occidentaux sont de plus en plus nombreux à défendre la cause du peuple tibétain. Parmi eux, beaucoup d'artistes à la renommée internationale, comme l'acteur Richard Gere. Il fut l'un des premiers et des plus fervents admirateurs du Dalai Lama, et il fonda aux États-Unis la première maison du Tibet. Ces derniers temps, la production cinématographique américaine semblerait même intéressée à soutenir son action. It's very strange, this thing that happened recently with the Disney movie of Kundun. The 14th Dalai Lama. When you come of age, you will hold the Great Seal. You
will soon have great responsibilities. What can I do? I'm only a boy. You are the man who has come back to lead us. You must know what to do. They put their guns in the hands of our children and force the child to kill the parents. The Chinese have invaded. If you stay in Tibet, we cannot guarantee your safety, Holiness. If you flee, you might never be able to return. It's made with American money, Disney Pictures. And there's another movie also being made called 7 Years in Tibet, which is also made by an American movie studio. China made a very, very strong statement to the world press saying that they would not allow Disney to go into China and create theme parks, sell their movies there, if they were making this movie of Kundum, about His Holiness. Now, in the Tibetan world community, we were all a bit worried about this, what this big multinational, multi-billion-dollar company would do. The very next day, Disney said, well, we understand your problem here, but in fact, we can't be told what to do. We're going to make this movie about a Nobel Peace Prize winner. Prix Nobel de la paix. En 1943, qui aurait pu imaginer que le jeune enfant roi qui régnait sur le Tibet, un des pays les plus fermés au monde, recevrait un jour de décembre 1989 cette haute reconnaissance internationale. À l'époque, le jeune Dalaï Lama vivait reclus. Il ne sortait que 2 fois par an, lorsqu'il se rendait en palanquin de son palais d'été au Potala, sous les yeux de tout son peuple. Quel destin! À 24 ans, il soutient sa thèse de doctorat en métaphysique dans la cathédrale du Jokang, en présence d'un vaste auditoire de moines. Il est vénéré comme un Bouddha vivant, mais les événements de plus en plus graves qui se déroulent dans la ville sainte vont bientôt le forcer à l'exil. Au printemps 1959, les Chinois exigent de le rencontrer seul. Son peuple s'y oppose et encercle le palais. À l'aube du 17 mars, tandis que les premiers tirs d'obus retentissent, le Dalaï Lama et ses proches vont prendre la fuite. Plus tard, le Dalaï Lama est toujours à la tête non seulement de toute une communauté, mais aussi d'un gouvernement en exil. L'exil qui devait être provisoire, dur, et personne ne peut dire quand il prendra fin. L'un des seuls points positifs de cet exil réside peut-être dans le fait qu'il a permis au Dalaï Lama de sauvegarder sa culture. Ainsi, sa tradition millénaire a pu se développer en dehors de ses frontières. Elle demeure de la sorte encore plus vivante qu'au Tibet, soumis depuis à la répression chinoise.
manière générale, on peut dire que le bouddhisme a toujours beaucoup voyagé. Né en Inde il y a 2500 ans, il en a disparu assez rapidement pour se propager partout en Asie et tout particulièrement sur le toit du monde. Tout comme le Bouddha lui-même, au Tibet, les moines étaient souvent des moines itinérants. Et aujourd'hui, le Dalai Lama ne cesse de se déplacer pour défendre la cause de son peuple. Saint Dalai Lama est un exemple unique de quelqu'un qui est parfaitement authentique, à la fois en tant que maître spirituel et en tant que guide, disons, d'un peuple. Car c'est quelqu'un, disons, le messager est devenu lui-même le message. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'il est et la façon dont il essaie, disons, d'agir sur le monde, sur la scène politique, disons. Il n'est jamais en porte-à-faux avec ses principes, il ne fera jamais une déclaration ou une action, il ne prendra jamais une décision qui soit, disons, qui aille à l'encontre des principes dans lesquels il croit fondamentalement. के गरेछ तेल त फेरि अलिकति खोइ आटा हाल्छु अनि कुकु आजि जेला खपर लटवाइ लौट किने त्यही छ अनि पगे लोट बसम चाहिँ meu do partout जेला donc il n'a pas l'intention de retourner après l'initiation du Kalachakra. त्यही त मान्छे माछा Quelle chanson? Tu लगाउँदैछ न Non. Kita Nepal même त्यही मान्छे D'accord. Donc, quand il s'est évadé, il n'a pas vraiment eu des véritables problèmes, juste des petits problèmes à la frontière par la police népalaise. Après l'invasion armée, le Tibet connut tout d'abord des années de grandes campagnes de réforme et de modernisation. Mais très vite, ce fut la destruction systématique de plus de 6000 monastères, les arrestations massives et des exécutions sommaires. La révolution culturelle était à l'œuvre. Le vrai but de la mère patrie, le seul, était d'absorber toutes les minorités ethniques, qu'elles soient du Tibet, du Xinjiang ou de Mongolie, et même si cela devait prendre beaucoup de temps. L'avenir du Tibet dépend vraiment de ces 10 prochaines années parce que la situation du Tibet est vraiment une situation très préoccupante. Nous les Tibétains, nous les jeunes, que ce soit les vieux, on n'a plus le droit de tourner le pouce. Là-haut sur la montagne, j'ai vu 3 demoiselles et de l'une d'entre elles, toujours je me rappelle, car elle a un tatouage sur son avant-bras et je l'ai reconnu, c'est le cœur de Bouddha. Elles ne savent pas encore que leur jour viendra, car elles sont les plus belles de tout l'Himalaya. On a tout à gagner en suivant la voie du Dalai Lama d'une façon non violente mais ferme. Rangounala, ça c'est la zone des tempêtes. T'as compris ce que je t'ai dit? Oui, faut que je te répète. Rangounala, ça c'est la zone des tempêtes. Et quand la foule elle bouge, attention, ça pète. Les fiers cavaliers du Kham, connus pour leur esprit guerrier, sont les premiers à prendre les armes contre l'envahisseur chinois.
Conscient du danger, le tout jeune Dalaï Lama se rend en 1956 à Pékin, où il va jouer son ultime carte pour tenter de négocier, mais en vain. Après sa fuite, la révolte éclate. Les premiers touchés sont les communautés monastiques, car bien évidemment, la religion était montrée du doigt comme étant la cause de tous les maux. Dans les années 60, la CIA soutient alors le Tibet contre la Chine communiste. Mais en 1972, avec la visite de Nixon à Pékin, l'Amérique renoue officiellement avec la Chine. Le Tibet, jusqu'alors soutenu, ne s'en remettra pas. Une page de l'histoire se tourne. Le rouleau compresseur chinois, le même qui fera également ses preuves à Tiananmen des années plus tard, ne s'arrêtera plus. I think the very beginning, the Chinese army, usually we call liberation army. So, liberator must bring more sort of happiness. Now, after 46 years, now lot of liberator brought a lot of destructions, a lot of misery. That's the big contradiction. On estime que plus d'1 million de Tibétains sont morts, victimes de l'occupation chinoise. À cela, le Dalaï Lama répond par l'initiation de la roue du temps, qui est l'émanation d'une divinité symbolisant les cycles de destruction et de manifestation de vie et de renouvellement. La sacralisation du temps et de l'espace est une des phases principales de la cérémonie. Le choix du lieu revêt une grande importance dans la mesure où le maître va devenir quelque temps la divinité elle-même. Les rites reposent sur l'existence de toutes sortes d'énergies et s'accompagnent d'offrandes. Par la méditation, les hommes vont entrer en relation avec les dieux. Lorsque le Dalaï Lama s'est enfui, la plupart des grands maîtres spirituels l'ont suivi dans l'exil. Dans les années 70, les versants himalayens côté indien ont vu fleurir de petites communautés monastiques. Au contact des Occidentaux, les maîtres tibétains ont peu à peu ouvert des centres de méditation dans le monde entier. Ainsi, le drame tibétain a probablement permis au monde de découvrir les bases d'un bouddhisme tantrique jusqu'alors réservé aux seuls initiés. La communauté tibétaine dans son ensemble offre un exemple assez unique d'adaptation à l'exil. En fait, peu de sociétés ont su amorcer un tournant aussi spectaculaire. En 40 années, une diaspora s'est disséminée à travers le monde et a su passer d'un mode de vie presque moyenâgeux au modernisme du XXe siècle. Sur les hauts plateaux, la plupart des Tibétains vivaient du commerce et de l'échange, beaucoup plus que de l'agriculture. En exil, ils sont devenus tout naturellement marchands de vêtements de laine, d'artisanat et d'objets du culte, sans pour autant abandonner la cause de leur peuple. En 1960, la commission de juristes réunie à Genève l'avait affirmé. De 1913 à 1950, le Tibet réunissait à ses yeux toutes les conditions requises pour l'existence d'un État accepté par le droit international. Selon elle, le Tibet était donc un pays indépendant, soumis à une occupation illégale d'une puissance étrangère. On surnomme la Kusha l'herbe à rêver.
Ces deux brins d'herbe bénis par le Dalai Lama auraient des propriétés purificatrices. Le brin le plus long symbolise le matelas et le plus court l'oreiller. Placés le soir sous le lit, on les utilise pour favoriser la clarté des rêves et s'en souvenir avec précision. L'assistance entière va en recevoir. Au Tibet, lorsqu'un grand maître disparaît, on s'empresse de se mettre à la recherche du Tulku, c'est-à-dire de l'enfant dans lequel il va se réincarner. Car si le corps change, l'esprit, lui, reste le même. Une fois identifié, l'enfant est alors soumis à plusieurs épreuves de mémoire antérieure. Puis il grandira avec les moines. La formation d'un lama tibétain est un fait culturel unique au monde. Les enfants lamas sont la conscience du Tibet spirituel. Ils sont là pour perpétuer d'une vie à l'autre le travail et les enseignements de leurs prédécesseurs. C'est ainsi que se transmet le savoir au Tibet. All together, same place. That may create certain kind of vibration, and also you see they are helpful to one another. Sometimes you see one individual in a remote place meditate on compassion. Of course, I mean there is certainly you see the effect there, but sometimes if you meditate compassion, join together, sometimes may more effective. More effective. Or negative trend is totally dependent on their way of expression. One may be a very good Dharma practitioner, but with the change of time, one might become a living person or evil person because of degeneration. Si les Tibétains furent au 7e siècle de farouches guerriers qui firent du royaume du Tibet une des plus grandes puissances d'Asie, le pouvoir religieux qui domina par la suite leur forgea un esprit naturellement penché vers la non-violence. Dans le contexte géopolitique actuel, cette attitude est la carte maîtresse du Dalai Lama. En n'ayant jamais prôné ni la lutte armée ni le terrorisme, le Dalai Lama ne fait qu'accroître son prestige sur la scène internationale. Une position qui s'avère de plus en plus embarrassante pour le gouvernement chinois à un moment clé de son ouverture au libéralisme économique. Mais si la diaspora tibétaine a su s'adapter au monde occidental, qu'en est-il de ceux qui sont restés sur le toit du monde ? The last days that I was in Tibet, I had been so thoroughly disgusted and moved by what I had seen and what I had been told. I was there with a Rinpoche who had left in 1959, and this was the first time he had come back, and he was allowed to come back again. We went to a very small temple
on the outskirts of Tibet, and there were 2 nuns there. And one was about 30 years old and one was about 60. And they both were very ill. She said they had just gotten out of prison. And I said, for what? And they said they had a Free Tibet banner outside of their nunnery. And they had all been taken away. And I said, what happened? And she didn't want to say, and I kept asking her. They said they'd all been taken to prison. And then they had all been stripped naked. And they had all been beaten. And then they had been strapped down with their legs open, like this, naked, with their arms behind the chair. And the guards took batons and entered their vaginas, and then with hammers hammered them into their bodies. Several of them died, obviously. This older woman, who had been through these tortures many times, had lost her mind, and her body was so damaged she could barely walk. And the younger one was on the edge of losing it in her mind. I asked her how she felt about these torturers, these people who were doing these monstrous things. And she took a deep breath and she said, the question is much larger than that. The problem is much larger, it's not them. You know, these poor people probably wouldn't be able to feed their families unless they tortured us. The generosity of spirit in stopping the anger, stopping the hatred, stopping the revenge, this is the precious thing that the Chinese are trying to destroy. And that's the thing, if it's lost, it's not only lost to the Tibetans, it's lost to all of us. It's a very simple human heart of love and compassion and respect and forgiveness. So that's the precious thing that is Tibet. Why are we silent when Tibet needs our voices? Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Whereas disregard and contempt for human rights resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind. Article 5, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Article 19, everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom. To freedom of thought, conscience, and religion. And freedoms set forth herein. Compare 20 years ago, much already changed. So therefore, the People's Republic of China itself now in the process of changing. And then one, I think the good thing is, more and more Chinese, especially among the intellectuals and the writers, thinkers, now showing more concern about Tibet and have very, very critical view about government policy with regard to Tibet. This is very, very encouraging. Né à Pékin en 1950, le dissident Wei Jinseng est surnommé le père de la démocratie moderne. Condamné à 15 années de prison en 1978, il vient juste d'être libéré. Il fut l'auteur d'une lettre ouverte où il accuse M. Deng Xiaoping en ces termes. Le metteur en scène de la tragédie du Tibet n'est autre que vous. 就是在那个现在大家都面临着共产党的一种毫不讲道理的、根本不承认别人自决权利的这种现实条件下，谈独立问题，实际上不会有什么真正的结果。 Étant donné qu'on est dans une situation où le Parti communiste refuse catégoriquement d'entrer dans un dialogue que je qualifierais de raisonnable, d'abord sur l'autodétermination du peuple tibétain, je crois que c'est un peu inefficace d'avancer d'abord le concept d'indépendance à ce stade actuel. 但是在目前我们所要做的事情是，大家必须团结起来，拧成一股劲儿，互相配合的像一个人一样。
Mais pour le moment, nous sommes à une étape où il est absolument indispensable de travailler main dans la main, chinois et tibétains, pour créer ensemble un contexte politique, un contexte social dans lequel soit respecté un processus démocratique et respectueux de la liberté de mouvement et d'expression de chacun. Et je dois vous dire que déjà, depuis le moment où j'ai été libérée, et depuis le moment où je suis arrivée aux États-Unis, le Dalai Lama a déjà envoyé plusieurs émissaires pour discuter avec moi, et à chaque occasion, nous sommes tombés parfaitement d'accord sur la politique à mener. Nous n'avons aucune divergence entre nous. Nancy Lee est chinoise. Elle vit en France et milite pour les droits de l'homme. Pour les Chinois qui ont grandi en Chine, le Tibet c'est quelque chose de très lointain, on ne connaissait rien. Et je vous dis une chose, la première fois quand j'ai connu la culture, la langue, la peinture tibétaine, je me suis dit, ça c'est pas chinois. Si la langue n'est pas chinoise, ça marque énormément. En effet, la langue tibétaine, composée au 7e siècle, s'inspire du sanskrit et non du chinois. Elle s'écrit à l'aide d'un alphabet et non d'idéogramme. Au Tibet, les murs de Mani jalonnent les routes à l'infini. Ce sont des pierres gravées de paroles sacrées. Au Kham, le mur de Gyanak Mani était le plus long et le plus célèbre d'entre tous. Pendant la révolution culturelle, il fut entièrement détruit par les gardes rouges qui forcèrent les Tibétains à le transformer en latrine et en porcherie. Aujourd'hui, la population l'a peu à peu reconstruit, mais l'on peut encore marcher sur des restes de pierres cassées et de paroles sacrées. Ce que toutes les ONG constatent, c'est que toutes les tortures, tous les abus qui se passent dans ces camps, c'est pire dans les camps au Tibet. Et en fait, les camps, le traitement des Tibétains, on le décrit comme une sorte de test. On teste les méthodes de torture sur les Tibétains et après sur les prisonniers chinois. Malheureusement, de plus en plus, j'en rencontre, surtout chez les jeunes Tibétains, qui éprouvent une haine vers les Chinois. Je les comprends, je ne les excuse point. Malheureusement, cette haine est semée par le gouvernement chinois. C'est une politique de la haine. Et si le gouvernement chinois continue cette politique, il y aura de plus en plus de haine encouragée avec ces deux races. Un jour, ces deux races vont se haïr en oubliant pourquoi. Le Tibet, pour les Chinois, c'est comme le Vietnam pour les Américains. Ça va les casser. C'est en train de les briser. Au début des années 80, les transferts massifs de colons chinois ont fait de Lhasa, la capitale, une ville où pour un Tibétain, on compte 2 Chinois. Les maisons traditionnelles rasées ont laissé la place à de gigantesques structures de béton. Mais les Chinois sont mal à l'aise. Ils ne supportent pas ou peu l'altitude et n'ont aucun contact avec les Tibétains. En 1989, une nouvelle vague de répression brutale endigua les mouvements de révolte. Lhasa connut un an de loi martiale. Depuis, emprisonnement et exécution continuent et en 1997, le bouddhisme a été qualifié de culture étrangère. Un véritable génocide culturel est en cours. Réaliste, le Dalai Lama ne cherche plus à obtenir de Pékin l'indépendance totale, mais une réelle autonomie. Il a déclaré publiquement que dans un Tibet libre, il n'assumerait plus aucune position officielle afin de faciliter le développement des principes de démocratie.
Il pourrait ainsi, enfin, se consacrer à la méditation tel un simple moine. Il est probable que son peuple réagisse mal au départ, mais il saura s'adapter comme il a toujours su le faire. Si le contexte l'exigeait, le Dalai Lama pourrait aussi très bien faire en sorte d'être le dernier des Dalai Lama à être reconnu selon la tradition, c'est-à-dire après sa mort. Il faudrait alors réviser le mode de transmission et prévoir de choisir un successeur au 14e Dalai Lama, l'océan de sagesse, de son vivant. Le diagramme mystique du mandala représente une forme architecturale à 3 dimensions. Ici, c'est la demeure de la divinité, symbole de l'homme et de tous ses niveaux de conscience, de l'être dans sa totalité, et surtout celui de la relation du disciple au maître. La foule a enfin le droit de le visualiser avant sa destruction et sa dispersion. Il est dit que la cérémonie du Kala Chakra a porté ses fruits lorsque le méditant réussit à visualiser clairement, dans chaque détail, aussi longtemps qu'il le veut, le mandala et sa divinité, et cela dans un espace de la taille d'une graine de moutarde. But non-violence should be like expression or act of compassion. That's non-violence. So why we should practice non-violence? Because our own future very much related with other factor, and in other words, my interest very much related with others' interest. Therefore, in order to take your own interest, you have to take interest of others' interest. La tradition tibétaine dit qu'il suffit d'un simple coup d'œil jeté sur un mandala de sable pour nouer un lien positif avec ce rituel élaboré du bouddhisme et pour semer des graines, lesquelles graines mûriront et se révéleront bienfaisantes pour toute l'humanité. Espérons que la tradition dise vrai et que le Tibet, un jour, recueille le fruit de ces graines.
Oh,